Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information dont voici les titres. Après la furie de la mer à Rufisque, Bargny et Gorée, les autorités au chevet des populations, réconfort et assistance ont été apportés. Suite de notre série de reportages sur Thiès, ce soir, nous aurons en exergue l'histoire politique de Thiès, le lycée Malick Sy et un zoom sur les localités de Joal et Fadiouth. Rubrique découverte dans la dynamique des reportages sur Thiès. Nous allons ce soir à Mont-Roland. Le nom renvoie à la France. C'est pourtant une localité à 17 km de Thiès composée essentiellement de Sérère-Lout. Vous allez le voir dans ce journal. Le Sénégal dirige désormais l'Assemblée générale du Conseil des ministres africains en charge de l'eau. Pape Diouf a reçu le témoin des mains du ministre nigérian des ressources en eau. Il s'est engagé à relever les défis auxquels l'Afrique fait face dans sa politique de gestion des ressources en eau. Maman Moussagna. Tout heureux, Pape Diouf reçoit le drapeau du Conseil des ministres africains en charge de l'eau. Le ministre sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement ne compte pas pour autant dormir sur ses lauriers. De nombreux défis l'attendent, il en est conscient. Je mesure l'importance de la charge que vous avez bien voulu me confier. Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, les ressources énergétiques ont un effet multiplicateur sur l'atteinte des objectifs relatifs à la réduction de la pauvreté, à l'éducation, à la santé et à l'environnement. Nous ne ménagerons aucun effort pour que le potentiel hydroélectrique de l'Afrique, qui est exploité seulement à 7%, soit mieux valorisé. Pour le nouveau président de l'AMCAO, l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en matière d'eau est une priorité. Ma première tâche sera de m'assurer que les OMD en matière d'eau potable soient atteints par tous les pays d'Afrique. Les efforts nécessaires seront déployés pour atteindre cet objectif en 2015. L'accent sera mis sur la maîtrise de l'eau pour le développement de l'agriculture irriguée. À cet effet, nous travaillerons à un rapprochement avec le Conseil des ministres africains en charge de l'agriculture. Une vingtaine de ministres ont pris part à la rencontre de Dakar. La prochaine se tient dans 2 ans en Tanzanie. Le Sénégal a le taux de malnutrition le plus bas de la sous-région, résultat qui doit à l'efficacité des moyens mis en œuvre pour améliorer la nutrition dans notre pays. Pour s'inspirer de l'expérience sénégalaise, des responsables d'organismes de la santé de 6 pays africains séjournent dans notre pays. L'atelier de restitution des travaux a eu lieu ce samedi. René Massigué Diouf. Acteurs engagés à travailler pour l'éradication de la malnutrition au Sénégal, l'appropriation de la nutrition par les communautés, l'implication des collectivités locales qui se trouvent être un gain de pérennité entre autres, les résultats de 5 jours de travaux sur l'expérience sénégalaise de la prise en charge de la problématique de la malnutrition inscrivent notre pays dans une dynamique positive. Dans la sous-région ouest africaine, le Sénégal a le taux le plus bas, un résultat qu'il doit à l'efficacité des moyens mis en œuvre pour lutter contre la malnutrition. La mise en place de plateformes multisectorielles où les parties prenantes se réunissent pour harmoniser leurs activités et prendre la responsabilité conjointe du renforcement de la nutrition. Le passage de l'approche projet à l'approche programme a été le principal facteur ayant aidé à faire atteindre ces résultats. Dans ce registre, tous les secteurs sont mis à contribution pour une amélioration durable de la situation nutritionnelle du pays. La cellule de lutte contre la malnutrition a servi de référence notamment en termes d'opérationnalité du dispositif de mise en œuvre technique des interventions. Pour les participants venus de 6 pays, il s'agit de s'en inspirer à travers cette rencontre dénommée les routes d'apprentissage. Les routes d'apprentissage permettent de promouvoir l'adaptation et l'adoption des bonnes pratiques et la dissémination des innovations. Vous nous avez ces jours-ci donné l'opportunité de vous présenter quelques axes majeurs de la politique nationale en matière de nutrition. Nous sommes heureux, à la lumière de votre compte-rendu, de constater qu'au terme de ce périple, vous avez été satisfait par tout ce qui se fait ici. La sélection des délégations a été effectuée par le mouvement Scaling Up Nutrition. 5 thématiques clés ont été ciblées pour donner aux participants les outils nécessaires pour élaborer un plan d'action pertinent en vue du renforcement de la nutrition dans leurs pays respectifs.
Une trentaine d'enseignants-chercheurs des universités du Sénégal ont bénéficié d'une formation en rédaction des projets de recherche en sciences, technologies et innovations. Cela va permettre de mieux répondre aux appels d'offres internationaux. La CEDEAO compte appuyer les chercheurs de ce pays membre pour assurer le développement du continent à travers les sciences et la technologie. Le compte-rendu est signé Waligay. Pendant 10 jours, ces professeurs issus des différentes universités du Sénégal ont été à l'école de la rédaction des projets de recherche en sciences, technologies et innovations pour mieux répondre aux appels d'offres internationaux. Cette formation est le fruit d'une collaboration entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et le gouvernement du Sénégal. Au Sénégal, le gouvernement s'est engagé à soutenir le financement de la recherche en mettant en place dès les années 1970 le Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique FIRST, dont la dotation a été substantiellement augmentée en passant de 411 millions en 2011 à 711 millions en 2013. Il y a juste une semaine, nous remettions les subventions pour l'appel d'offres 2013 du FIRST et l'appel d'offres 2014 est en cours. À l'issue de cet atelier de formation, les participants ont formulé un certain nombre de recommandations à l'endroit de l'État du Sénégal. Soutenir les institutions pour la démultiplication de cette formation à leur sein, instituer un atelier annuel sur la rédaction et la gestion des projets. Le Sénégal annonce dès à présent la mise en place de mécanismes de suivi et d'application des conclusions de cette formation. Nous sommes dans cette logique et toutes ces recommandations évidemment seront satisfaites. Il en reste une, celle qui est de porter à 1% du PIB le financement de la recherche. C'est une recommandation d'ailleurs qui figure dans les recommandations de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Faire de la science, de la technologie et de la recherche le levier du développement de l'Afrique, telle est la vision de la CEDEAO d'ici 2020. Les chefs d'État et de gouvernement ont décidé, en acceptant cette vision, que désormais la science, la technologie, l'innovation, ou d'une façon plus générale, l'éducation et la recherche doivent être les leviers du développement socio-économique de nos États membres. Pour donner la preuve de cet engagement à appuyer les chercheurs africains, la CEDEAO a fait un premier geste. Elle a offert des ordinateurs à tous les participants à cette formation. L'État a décidé d'organiser les couloirs d'orpaillage traditionnels dans la région de Kédougou. Depuis quelques semaines, les forces de sécurité et de défense y mènent une opération de sécurisation et de fermeture de sites non autorisés. Plus de 500 personnes ont été interpellées et beaucoup de matériel saisi. Le Philippe Sagnan. Il n'y a presque plus d'espace dans la cour de la brigade de gendarmerie de Kédougou. Armes, munitions, boissons alcoolisées, produits toxiques et équipements d'exploitation d'or y sont exposés après une vaste opération de sécurisation. Pour s'imprégner de la situation et encourager ces hommes, le haut commandant de la gendarmerie s'est rendu sur les sites où s'effectue la fermeture des couloirs d'orpaillage. Et le président de la République, lors du Conseil des ministres décentralisé à Kédougou il y a quelques semaines, s'était engagé à apporter une réponse à ce besoin de sécurité. Et ce qui fait que depuis quelques semaines, donc, avec des renforts provenant de Dakar et d'autres localités, on a permis à la Légion Est, sous la direction du colonel Djedjou, de renforcer la sécurité dans la zone. Ramener un peu d'ordre et permettre à ceux qui sont autorisés d'exercer l'orpaillage traditionnel, c'est la mission assignée aux forces de sécurité et de défense. L'État n'a pas pour vocation d'interdire l'orpaillage traditionnel. Mais l'État, en tant qu'État de droit, il ne fait son devoir régalien d'accompagner, d'encadrer, d'organiser les activités économiques. Et donc c'est dans ce sens que l'État a décidé de fixer des sites bien identifiés pour l'orpaillage traditionnel, de fixer des couloirs d'orpaillage, d'identifier tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine pour faire de l'orpaillage une activité économique et sociale sécurisée, saine, au grand bénéfice des populations.
des populations sénégalaises en général, mais surtout des populations locales des régions de Kédougou et de Tambacounda. Eaux et forêts, police et une compagnie de parachutistes ont participé à cette opération, ce qui a permis d'interpeller plus de 500 personnes. Des moyens substantiels seront attribués au commandant de la région Est pour préserver les acquis et renforcer les mesures préventives. La ville de Thiès abrite la première édition du Forum économique régional organisé par la Chambre de commerce et la Chambre des métiers avec le soutien de la direction des PME. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre du Commerce, de l'Entrepreneuriat et du secteur informel. Le compte-rendu est signé Alassane Diédhiou. Les chaînes de valeur, disons les grappes porteuses de croissance économique, en l'occurrence l'agriculture, l'élevage, l'industrie, le tourisme, la pêche et l'artisanat, constituent la vitrine de cette première édition du Forum économique régional de Thiès. Accélérer la croissance économique régionale par la valorisation des filières porteuses pour le développement des PME, c'est le thème choisi par les initiateurs de cette rencontre économique. Il s'agit de la Chambre des métiers et la Chambre de commerce, qui, à travers cette initiative, entendent réaffirmer le statut de pôle économique stratégique de leur région. L'importance des enjeux a été bien perçue par les autorités gouvernementales à travers le soutien apporté par la direction des PME. Notre direction s'est sentie dans une obligation de soutenir une telle manifestation en prélude du Conseil interministériel qui va se tenir très prochainement ici sous la présidence du chef d'État, le président Macky Sall. La région de Thiès est le cœur palpitant de notre économie nationale après la région de Dakar. L'on ne peut développer aucune activité structurelle au plan économique sans intégrer la dynamique économique de la région de Thiès. Impliquer les opérateurs économiques à travers le concept de territorialité, cette idée qui sous-tend la philosophie économique des pôles de développement du chef de l'État, trouve dans la région de Thiès, région minière, touristique, aéroportuaire, un terreau fertile. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, à l'occasion de l'inauguration de la plateforme de Diamniadio, nous a indiqué la voie à suivre. Au-delà des nécessaires ruptures à opérer, en nous rappelant un impératif catégorique de passer à l'action. Jëf dafa jot ci Sénégal, jëf dafa jot fii ci Thiès. Après la région de Thiès, région pilote, la direction des PME appuyée par les partenaires techniques et économiques, en l'occurrence la GIZ, la coopération allemande, entend étendre cette expérience économique à d'autres régions du pays. Nous restons à Thiès, suite et par fin de notre série de reportages sur Thiès. Ce soir, nous entamons la série avec l'histoire politique de Thiès. Saviez-vous que le premier maire de Thiès, c'est Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal? Et oui, c'était en 1956. L'histoire politique de Thiès nous est contée par Cheikh Bamba Gueye. Avec un fort taux démographique, Thiès a toujours été une localité très convoitée par les hommes politiques. Léopold Sédar Senghor a été le premier maire de la ville de 1956 à 1960. Après, le maire socialiste Feu Ousmane Ngom de 1960 à 1965 a été celui qui aura le plus marqué les Thiessois avec un charisme et de nombreuses réalisations infrastructurelles. À 94 ans, le doyen Souleymane Kanté, qui fut un proche de Feu Ousmane Ngom, se souvient de cette époque. Senghor était un homme très organisé et très méthodique. Par exemple, les mercredis, il est consacré à ses audiences et il ne recevait que 3 personnes. Après lui, Ousmane Ngom est venu. Pendant son passage à la mairie, il a sensiblement changé le visage de Thiès. Il était puissant car il était aussi le secrétaire politique du Parti socialiste. Ousmane Ngom était une figure de pro du bureau politique. C'est lui qui réglait les conflits dans le parti. Après la création du PDS en 1974 et malgré les nombreuses tentatives de Maître Abdoulaye Wade pour défaire le régime de Senghor, la mairie est contrôlée par les socialistes. L'un des événements historiques fut l'élection présidentielle de 1988 avec des manifestations sanglantes qui avaient obligé le président Abdou Diouf à sortir de sa réserve en commettant un acte lourd. Il y avait alors le feu Boubacar Sall et Nguiran Ndiaye. En 88, donc, c'était vraiment une confrontation très sanglante, même je peux dire. Il y avait des morts d'hommes, il y avait pas mal de dégâts qui ont été, et avec la fameuse formule du président Abdou Diouf, Thiès, une jeunesse malsaine et tout ça. Et ça a malheureusement beaucoup impacté négativement donc, sur la ville. Avec des leaders comme Boubacar Sall, des leaders donc, comme Nguiran Ndiaye, c'était des combattants politiques.
Mais après cette forte vague de contestation, la ville est toujours en bastion socialiste. Le basculement va intervenir en 2000 avec l'alternance quand Maître Abdoulaye Wade devient chef de l'État. Le libéralisme ayant le vent en poupe, la mairie tombe aussi finalement dans l'escarcelle des libéraux avec les municipales de 2002. Idrissa Seck devient alors le premier maire libéral de la ville. Et depuis lors, donc l'équipe libérale qui est en place travaille à changer le visage de Thiès et je pense que avec l'appui de l'État, Idrissa Seck a su modifier de manière très sensible donc, le visage de Thiès. Idrissa Seck incarne le changement, fait l'unanimité jusqu'en 2004 quand interviendra sa brouille avec le pape du Sopi. La discorde vient des chantiers de Thiès avec des prévarications imputées à l'actuel maire. Finalement, la délocalisation de la fête de l'indépendance en 2004 n'aura pas lieu. Il s'ensuit l'inculpation et l'arrestation d'Idrissa Seck. L'édile de la ville sera écroué pendant 7 mois avant de bénéficier d'un non-lieu total. L'histoire des chantiers de Thiès aura été la période qui a le plus marqué l'histoire politique de la ville. La mairie reste toujours aux mains d'Idrissa Seck qui dirige le parti Rewmi après avoir claqué la porte du Parti démocratique sénégalais. Nous restons toujours dans le cadre de notre série de reportages sur la région de Thiès. On s'intéresse également ce soir à 2 localités, Joal et Fadiout. Joal, terre de Léopold Sédar Senghor, également connu pour son quai de pêche, l'un des plus grands de la sous-région. Quant à Fadiout, c'est une île aux multiples facettes. Ses coquillages centenaires, son baobab sacré et son cimetière mixte, symbole du dialogue islamo-chrétien, fascine en tout cas. On voit tout cela avec René Fonseca. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 7 ans. Joal, une voix qui résonne toujours au plus profond de cette sombre bâtisse. Car entre Joal et Keur Diogoye, la maison paternelle de Léopold Sédar Senghor, c'est une très longue histoire. Une histoire ressuscitée, racontée à travers ses photos, exposées dans ses pièces, qui fut la chambre du jeune poète. Quand il est venu là, il ne s'est pas installé, il est resté dans l'église, donc à la paroisse. Il y avait un internat pour apprendre le Wolof et le français. Et quand il a appris le Wolof et le français en 1 an, il est resté, il est allé directement au sommet d'Ngazobil, là il a fait 9 ans. Après Ngazobil, il est allé à Dakar, dans le collège Liberman, et puis à Vanvo, là il a son baccalauréat, et puis il est allé en France. Des souvenirs vivaces d'une enfance que Senghor aura brièvement passé ici à Mindiogoy, source intarissable d'inspiration. Quand on regarde quand même la maison du papa, tout est vert. Et lui, il dit, à l'ombre verte des vérandas, on voit aussi que ce vert-là lui a inspiré quand même grand chose. Parce qu'il s'est inspiré de ce vert pour faire du vert la couleur du PS, mais aussi il a fait du vert la première couleur du drapeau du Sénégal. Et disons que le vert, c'est la couleur de l'homme politique, mais le bleu, c'est la couleur de l'homme poète. Joal, c'est aussi son quai de pêche, l'un des plus grands en Afrique de l'Ouest. Plus de 2000 pirogues qui débarquent dans les grandes campagnes, soit un chiffre d'affaires de près de 18 milliards de francs CFA. Plus de 18 000 personnes travaillent sur le quai de pêche et sur les sites de transformation. Et on débarque ici en moyenne 150 000 tonnes de produits de pêche halieutique depuis belle lurette. Si on connaît l'importance de la pêche à Joal, là on saurait savoir l'importance du quai de pêche dans la commune de Joal-Fadiouth. La pêche c'est la première activité ici à Joal-Fadiouth. Mais peut-on parler de Joal sans évoquer l'île de Fadiout et son pont de bois, balayé à chaque marée par un vent frais et revigorant? Ce pont que vous avez en face de vous, ce pont qui est construit vers les années 60, inauguré en 1961 par son Excellence le président Léopold Sédar Senghor. Et encore une fois, il y a un nouveau pont, ce pont que vous avez en face de vous, ce pont qui a été commencé même en 2004, inauguré par son Excellence Maître Abdoulaye Wade en 2006. Le nouveau pont, ça fait 522 mètres. Et que dire de ces amoncellements de coquillages centenaires? Le sol d'un blanc éclatant craque à chaque pas. Le cimetière de Fadiout est une seconde île reliée par un autre pont de 320 mètres. Un cimetière mixte, symbole d'une parfaite entente entre musulmans et chrétiens. Le cimetière était à côté,
C'était un lieu qui était à côté. Bon, je ne sais pas comment ils ont pu trouver le nom en l'appelant en sérère Jotio. Jotio, c'est-à-dire aller de l'autre côté. L'autre côté, on l'appelle aussi Mbinbaktu. Mbinbaktu, c'est la dernière demeure. Bon, c'était côte à côte, les gens, à l'époque, il n'y avait pas de pont, ils prenaient des pirogues pour aller enterrer les gens là-bas. Et comme très tôt, les gens s'entendaient musulmans et catholiques, il n'y avait pas de distinction, les gens prenaient la pirogue et allaient faire l'enterrement de l'autre côté. Et au détour d'une ruelle, la place du village et son baobab sacré. 32 mètres de circonférence, 5 siècles d'existence. Donc il protège le village contre tout ce qu'il y avait comme esprit maléfique. Et effectivement, quand il y avait par exemple un manque d'eau de la pluie, c'est là que les gens se convergent pour la prière. Donc prière, mais encore le recueillement, invocation des esprits. Fadjoub ne se livre pas aux touristes pressés, mais se dévoile via une petite pirogue. Sa mosaïque de paysages fascine en tout cas. Elle demeure une île aux multiples visages. René Léon Fonseca qui est à Joal et à Fadjout, jadis considéré comme lycée d'excellence. Le lycée Malick Sy a-t-il perdu de sa superbe? En tout cas, c'est une question que l'on se pose. Toujours est-il que le lycée a la réputation d'avoir formé bon nombre de cadres sénégalais. Pour la baisse du niveau, élèves et enseignants se pointent du doigt Oumar Baldé. Heure de pause au lycée Malick Sy de Thiès, la cour grouille d'élèves. Mais dans les classes de terminale S, le travail continue. Les potages sont concentrés sur un cours de physique-chimie. Et il faut également ton numéro 1. Premier lycée de la région, Malick Sy a été pendant longtemps un prestigieux établissement. Sa réputation avait débordé les limites de Thiès. Référence au Sénégal, il a formé beaucoup d'autorités qui font la fierté nationale. Je peux citer Abdoulaye Diop qui était ancien ministre des Finances. Je peux citer Moustapha Souran qui était ancien ministre de l'Éducation. Je peux citer Serigne Diop qui est médiateur de la République. Je peux citer Ousmane Diakhaté qui est professeur d'université, actuel président de la Convention des Thiessois avec qui nous travaillons. Je peux citer Ibrahima Kodofal. Je peux citer même Madiambal Diagne. Cette bonne réputation appartient peut-être au passé. Désormais, Malick Sy ne fait plus rêver. Tout est fait pour qu'on échoue parce que avec Facebook maintenant qui est tout le temps disponible pour les élèves et tout, bah, on ne se donne pas à fond pour réussir. C'est au niveau des enseignants, au niveau des élèves, des parents d'élèves, c'est un tout. Donc actuellement, dans le cadre de l'éducation, on est essayé de voir comment on peut remédier à ce problème. Dire que le lycée Malick Sy n'est pas un lycée d'excellence, peut-être c'est trop dire. Mais c'est à l'image donc du système éducatif. Vous savez donc il y a beaucoup de problèmes au niveau des établissements, mais le lycée Malick Sy, Dame le Pion a beaucoup de grands lycées actuels. Hein. Peut-être que depuis un certain temps, nous ne figurons pas au palmarès du concours régional. C'est simplement parce que nous n'avons pas participé. Avec 3284 élèves et 135 professeurs, toutes disciplines confondues, ces effectifs impressionnants cachent mal l'image peu reluisante de l'école. Des salles mal éclairées, une peinture défraîchie. Malick Sy a besoin d'un vrai lifting. Le principal problème, c'est le problème d'infrastructure. Les lycées commencent à tomber en ruine. Vous savez, les bâtiments que vous voyez ici, pendant l'hivernage, les classes sointent, donc les classes sont inondées, les classes du premier étage. Et il y a le problème d'électricité qui se pose, il y a le problème de conduite de l'eau qui fait que donc il y a un manque terrible d'eau, que le lycée Malick Sy souffre de sa vieillesse, simplement. Ouvert en 1965, le lycée Malick Sy va fêter ses 50 ans en 2015. En fêtant le cinquantenaire du lycée, les autorités espèrent redonner à l'école son lustre d'antan.
Le lycée Malick Sy de Thiès, un lycée où j'ai eu à faire mes humanités. Rendez-vous donc pris pour demain où on va proposer d'autres reportages concernant Thiès et ses départements. Fin à Libreville au Gabon de la 3e édition du New York Forum Africa. Plus de 1000 participants venus d'une soixantaine de pays du monde ont pris part à la rencontre. Thème phare de cette édition, transformer le continent africain. Envoyés spéciaux Serigne Mbodj et Mamadou Sambambo. Dans l'enceinte de l'imposant stade d'amitié de Libreville, le New York Forum Africa, 3e édition. On ne peut pas parler de l'Afrique en dehors de l'Afrique. C'est qu'une vocation, parler des problèmes que l'économie rencontre et trouver des solutions pour ces problèmes de façon concrète. À la cérémonie d'ouverture, une dizaine de chefs d'État et de gouvernement venus partager avec le président Ali Bongo Ondimba sur le thème « Comment transformer le continent ?» transformer dans le sens de l'émergence. C'est de cette manière que nous allons parler d'une Afrique qui gagne, d'une Afrique qui aura su s'adapter aux enjeux et contextes du moment, mais aussi d'une Afrique qui aura su se doter de tous les moyens pour relever les défis du futur. C'est cette cohérence d'ensemble qui assure la viabilité des réformes et la durabilité des réponses nécessaires à la transformation du continent africain. La contribution sénégalaise était attendue dans beaucoup de domaines, notamment dans l'agriculture et la culture. Mais c'est surtout lors du panel axé sur les fonds souverains que le Sénégal a fait la différence. Et dans le cas du Sénégal, le fonds souverain joue 3 rôles essentiellement. Le fonds 6, il est des fois développeur de projets, c'est-à-dire qu'on développe un projet de zéro jusqu'à financial close, mais jusqu'à l'exécution, comme le projet Renault au Maroc. Mais également, on est restructurateur d'entreprises en difficulté, spécialement d'entreprises de l'État. Mais aussi le rôle de co-investisseur, comme en fait le fonds équato-guinéen. Particularité du fonds souverain sénégalais, il baigne dans un cadre juridique qui lui garantit la performance. On a créé notre fonds souverain via une loi. Donc le chef de l'État, le président Macky Sall, a autorisé la création du fonds en faisant valider le projet en Conseil des ministres. On a fait une loi, il y a eu un débat à l'Assemblée. Et dans cette loi, les critères de gouvernance, de bonne gestion, de recrutement, de profil, de conditions qui garantissent la gouvernance sont inscrites dans la loi. Mais également, nous adhérons aux principes de Santiago, qui sont les principes qui gouvernent les plus grands fonds souverains du monde sous l'égide du Fonds monétaire international. Qu'à travers les différents sujets, le Sénégal avait beaucoup à dire. Le Sénégal avait beaucoup à partager. Et à chaque fois qu'on évoquait un aspect, tel que par exemple le fonds 6, nous avons vu que ça a suscité énormément d'intérêt. Quand nous parlons également de nos bourses de solidarité familiale, nous nous rendons compte aujourd'hui que c'est un sujet qui intéresse à plus d'un titre les autorités gabonaises. Le New York Forum Africa est une tribune d'échange sur les enjeux de développement de l'Afrique. Pour s'inspirer des bonnes pratiques, le continent a fait venir d'anciens présidents latino-américains. Des présidents qui ont marqué leur passage à la tête de leurs États respectifs en restant soi, culturellement parlant, mais en montrant à la face du monde que le développement économique n'était plus l'apanage de l'Occident. La culture, l'éducation et la paix étaient également évoquées. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Une cérémonie officielle a marqué la fin du 134e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye. Le ministre de l'Intérieur, avec une importante délégation, a représenté le chef d'État à cette cérémonie, Kaltoum Gueye. Les rideaux sont tombés sur cette 134e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. La cérémonie officielle tenue à Yoff Diamalaye a enregistré la présence d'une importante délégation gouvernementale dirigée par le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo. Et les chefs religieux et coutumiers étaient également de la partie.
À cette occasion, Seydina Issa Laye, coordonnateur général de l'appel, n'a pas manqué de remercier l'ensemble des autorités présentes et à leur tête le président Macky Sall. Il a condamné le comportement de ceux qui se disent musulmans et qui tuent ou kidnappent des innocents au nom de l'islam. Le ministre de l'Intérieur, quant à lui, a demandé au calife de formuler des prières pour un Sénégal émergent, mais également pour une saison des pluies abondantes. Mohamedou Lamine Laye, qui présidait cette cérémonie avec ses frères et toute la famille de Seydina Limamou Laye, a rappelé la quintessence même de l'appel. Il est revenu sur l'importance des enseignements que le Mahdi a laissés à la communauté. Il a terminé ses propos par des prières pour le Sénégal avant de fixer le rendez-vous à l'année prochaine, Inch'Allah, pour la 135e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Retour sur la journée sans tabac célébrée hier dans le monde. Le Sénégal n'a pas été en reste, même si la plupart des fumeurs ne peuvent pas rester une journée sans prendre leur dose de nicotine. Cette année, la journée a été célébrée sur une note de victoire par les acteurs de la lutte contre le tabac. Une loi interdisant de fumer dans les espaces publics a été notée depuis quelques mois, même s'il reste un décret d'application. Cependant, l'utilisation de la cigarette électronique comme alternative gagne de plus en plus de terrain. Aminata Mbengue Fall. Mais accidentellement quoi. Nous avons eu l'information par les publicités sur l'internet, par la télé, par les radios. C'est loin d'être des cas isolés. Ces deux fumeurs ne sont pas les seuls à être bien au fait de cette journée sans tabac. Pourtant, cela ne les empêche pas de prendre comme d'habitude leur dose de nicotine. C'est une mauvaise habitude que nous avons. Et puis c'est pas parce que c'est jour du tabac qu'on n'est pas obligé de fumer. Le tabac tue chaque jour des milliers de personnes. Une réalité qui n'effraie pas pourtant les premiers concernés, les fumeurs. Franchement. Je sais que la cigarette elle est mauvaise pour la santé. J'ai perdu des dents à cause d'elle. J'ai même maigri et j'ai du mal à arrêter de fumer. Le tabac c'est nuisible à la santé. Donc bon, surtout que ça attaque les poumons, le cœur, etc. Donc ça empêche de grandir normalement, de bien manger, etc. quoi. Le tabagisme est la principale cause évitable de mortalité dans le monde. Les chiffres sont alarmants. Et si des mesures drastiques ne sont pas prises, la situation risque d'empirer d'ici quelques années. Chaque année dans le monde, il y a 14 millions de nouveaux cas de cancer et il y a 8 millions de décès. Donc, 30% de ces 8 millions sont liés au tabagisme. Le tabac tue chaque année 6 millions de personnes. C'est la seule substance au monde qui, utilisé tel que le recommande le vendeur, tue la moitié des utilisateurs. Au moment où les acteurs de la lutte contre le tabac se battent pour faire reculer les décès liés à la cigarette, une nouvelle tendance gagne de plus en plus du terrain. Il s'agit de la cigarette électronique. Il y a des modèles qui constituent une batterie et un atomiseur, comme il y a des modèles qui prennent des gléromiseurs. Aujourd'hui, les Sénégalais commencent à s'y mettre petit à petit et la plupart, c'est dans le but d'arrêter. Puisqu'avec cette cigarette, ils arrivent à contrôler leur teneur en nicotine et de baisser progressivement jusqu'à ne plus du tout être dépendants. La cigarette électronique n'est pas cependant à la portée de toutes les bourses. Les prix varient entre 29 000 et 69 000, dépendant du modèle. Nous avons 67 arômes différents. La cigarette électronique est souvent présentée comme une alternative permettant aux adeptes d'arrêter de fumer. Pourtant, son efficacité et son effet sur la santé n'ont pas encore été évalués par les services sanitaires. Alors, prudence. La cigarette électronique n'est pas une cigarette. C'est de la vapeur d'eau dans laquelle on met des dérivés du tabac. De prime abord, c'est la fumée qui est dangereuse ou qui est la plus dangereuse. Au tout début, tout le monde avait cru que la cigarette électronique permettait d'obtenir 19% d'arrêt. Très rapidement, on s'est rendu compte que il y avait des rechutes pour que ceux qui s'étaient cachés derrière la cigarette électronique ne trouvaient plus de substitut suffisant à leur addiction.
Des avancées significatives ont été notées dans la lutte contre le tabac au Sénégal. À cet effet, une loi interdisant de fumer dans les espaces publics a été votée à l'Assemblée nationale, même si son décret d'application tarde à être signé. Donc, la loi est déjà promulguée présentement depuis le mois de mai, si présent. Et si je ne me trompe, c'était dans la première quinzaine du mois de mai. Et c'est donc publié dans le journal officiel. Maintenant, ce qu'il reste, c'est vraiment d'aller vers les décrets d'application, notamment par rapport à certains ministères vraiment qui sont des ministères clés, tels que le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, mais également le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce devrait rapidement écrire ces décrets d'application pour que la loi soit réellement effective. Mais cela n'empêche que nous, en tant que députés et la société civile, nous ne sommes pas reposés depuis que le processus de vote de la loi a été enclenché. Nous sommes sur le terrain en train de sensibiliser les jeunes, les élèves. La cigarette est nuisible à la santé, a-t-on l'habitude de dire, ce qui n'empêche pas l'augmentation chaque année du nombre de fumeurs. Pour lutter contre ce phénomène, l'Organisation mondiale de la santé a retenu comme thème pour cette année augmenter les taxes sur le tabac, une façon peut-être de faire de cette journée sans tabac une réalité. Je vous le disais dans les titres de ce journal, des vagues d'une force inhabituelle ont frappé Gorée, Rufisque et Bargny, occasionnant des pertes importantes sans toutefois emporter des vies. Le phénomène qui a débuté hier dans la matinée s'est poursuivi jusqu'à ce matin avec moins de vigueur. Le ministère de l'Environnement, qui lit ce qui s'est passé en effet de changement climatique, a dépêché sur les lieux une forte délégation. Ibrahim Fall Junior. À Gorée, la vie a repris son cours normal. Les fortes houles qui ont secoué l'île ces 48 heures, emportant une partie de la mosquée et érodant quelques concessions, et l'école Mariam Abba sont considérées comme relevant du normal. Une observation empirique renseigne sur la fréquence du phénomène au début de chaque hivernage. Sauf que cette fois-ci, ce qui est arrivé rappelle la fragilité et la vulnérabilité de l'île face aux effets adverses du climat. J'ai peur, notamment pour la mosquée, qu'à la prochaine houle, que le bâtiment lui-même sombre dans la mer, et donc ce serait vraiment une catastrophe pour Gorée et pour tout le Sénégal, et je pense qu'il faudrait qu'on pallie au plus pressé. À Rufisque, plus de peur que de mal. Les cimetières envahis hier par les eaux ont retrouvé leur état normal. Ici, on se félicite de la promptitude avec laquelle l'État a réagi et l'on remercie le ciel d'avoir une infrastructure de protection côtière qui a considérablement atténué la force des vagues. Ce serait catastrophique n'eût été l'érection de ce barrage. J'invite l'État à prolonger l'infrastructure jusqu'à Tariko. Il serait également bon de relever le niveau du mur des cimetières. Nous remercions vivement les autorités de l'environnement. Nous lançons un appel à l'État pour que effectivement ce type de barrage soit érigé sur l'ensemble de la côte, en particulier la côte rufisquoise. Parce que ce qui s'est passé cette année se passera presque tous les ans. À Bargny, les pertes sont énormes. 47 pirogues de 10 à 23 mètres de long ainsi que des filets ont été perdus. C'est le temps de récupérer ce qui peut l'être et d'appeler au concours de l'État pour les assister à reconstruire. C'est dur, mais on remercie Dieu de n'avoir pas enregistré de perte de vie humaine. Nous allons y mettre du sien et invitons l'État à nous accompagner. Du côté de l'État, le constat est fait. Les billets d'attente des populations sont bien notés. L'État, avec ses partenaires et les collectivités locales, vont poursuivre le partenariat pour une meilleure gestion du littoral à travers des mesures d'adaptation au changement climatique. Je pense qu'il y va de notre avenir, de celui de nos enfants. Et en ce sens, aucune initiative n'est de trop. Toutes les bonnes volontés sont appelées au concours pour que, ensemble, nous réussissions le pari de relever le défi de faire face au changement climatique. Comme une bande-annonce, ce qui s'est passé illustre parfaitement bien le thème choisi par les Nations Unies pour célébrer la Journée mondiale de l'environnement, prévue chaque 5 juin. Élever vos voix et pas le niveau de la mer, cela pour dire qu'il faut une réponse globale à ce phénomène.
Installation du nouveau chef de la station RTS 4 Casamance, Amadou Aram Thiam, nommé récemment, a pris fonction. Le chef de la RTS 4 compte travailler en collaboration avec tous les agents pour réussir les défis. Salut Sec. Le chef de la station RTS 4 Casamance, accueilli par le personnel, Amadou Arambay Thiam, précédemment journaliste à la RTS 1, est dans un terrain connu. L'homme est titulaire, entre autres, d'un diplôme supérieur de journalisme et de master 2 en médias et communication au CESTI. Amadou Aram Thiam a été choisi par le directeur général de la RTS pour venir diriger RTS 4 Casamance. Amadou Aram Thiam, dans son cursus, a déjà fait l'EBAT, c'est un archiviste. Il a déjà fait le CESTI, c'est un journaliste, il a déjà fait une formation complémentaire, il a un master 2 au niveau du CESTI. En plus de ça, il a des notions en compta et en gestion. Je pense que c'est un profil qui sied à RTS 4. Vu le développement que nous voulons impulser à partir de RTS 4, je pense que c'est un bon choix. Et mon leitmotiv, et je m'adresse donc à Amadou Aram Thiam, c'est la cogestion, la concertation. Tout se fait dans la concertation. Il faut toujours communiquer. Si on communique, on discute avec ses agents, il n'y aura aucune difficulté. Tout ce qu'on entreprend, on peut le réussir. Pour réussir sa mission, le chef de la station RTS 4 Casamance compte travailler en collaboration avec les agents. La télévision zonale, qui est la RTS 4, est une grande télévision qui demande beaucoup de travail, qui demande beaucoup d'abnégation, qui demande beaucoup de discussion, mais qui demande surtout une solidarité agissante. Et c'est ce à quoi j'appelle tous les travailleurs. Je vais m'appuyer aussi sur l'ensemble du personnel, femmes et hommes, jeunes et vieux, pour pouvoir relever les importants défis que le chef de l'État a assigné au directeur général de la RTS, qui nous a effectivement aussi assigné ces mêmes missions. La cérémonie d'installation a été présidée par l'administrateur du personnel, Ansoumana Koïta, a profité de cette occasion pour exhorter le personnel au travail. Nous installons Amadou Aram Thiam comme chef de service et nous souhaitons que le personnel ici présent soit autour de ce chef de service pour qu'il puisse réussir la mission que le directeur général lui a confiée. Lancée le 4 avril dernier, la RTS 4 Casamance est une télévision journal qui regroupe les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Son objectif principal, participer au développement socio-culturel de la Casamance. Nos vœux de succès accompagnent Amadou Aram Thiam, chef de la station RTS 4 Ziguinchor. Biennale de l'art contemporain, exposition d'un Sénégalais qui a longtemps vécu en Europe, son nom Ousmane Gueye. Cette année, le sculpteur est revenu au pays dans son quartier natal, Ouagoniaï, pour exposer. Pape Djibril Fall est allé à sa rencontre. Ces pièces exposées ici ont fait du chemin, un travail de titan. La matière utilisée est très rare. On ne les trouve que dans quelques contrées. Ce sont des matières qu'on trouve en général à Los Angeles, à Utah, près de Las Vegas. J'ai paracheminé les œuvres en conteneurs depuis la France pour venir au Sénégal. La dernière exposition d'Ousmane Gueye au Sénégal remonte en 1985. Cet ancien pensionnaire de l'École supérieure des Beaux-Arts de Paris vient confirmer encore une fois un talent à l'état pur. Ousmane, je le suis depuis presque 40 ans. Il devait avoir 18 ans. Et ceux qui sont là peuvent être surpris, pas moi. Parce que j'ai eu le bonheur d'avoir une de ses toutes premières pièces. Il était déjà phénoménal il y a 40 ans. Il ne fait que confirmer. Il ne fait que confirmer, d'autant que durant son parcours, je crois qu'il fait partie des rares sculpteurs africains à qui la France a confié la restauration de marbre rose sur certaines places comme celle de la Bastille. Je suis tellement impressionnée parce que après 30 ans, un jeune artiste revient chez lui avec une maturité extraordinaire dans son travail.
C'était vraiment la plus belle chose que je vois cette semaine à la Biennale, forte, vraiment me touche. Selon ce natif du quartier populaire de Ouagouniaï, l'art est un maillon essentiel du développement d'un pays. Il compte bien s'investir pour aider la jeune génération. Il y a une nécessité de participer au développement économique, au développement culturel et artistique, touristique du Sénégal. Mon rôle et mon but serait d'aider des artistes de jeunes talents, de jeunes créateurs à propager leurs œuvres sur le plan international. Ousmane Gueye travaille le bois, le basalte, le granit et l'albâtre, mais le matériau cher au sculpteur demeure l'ardoise qu'il aime surnommer The Blue Diamond. Le développement de son art le mène à parcourir le monde, de Paris à New York en passant par l'Angleterre, la Suisse ou encore le Japon. Le malheur de vivre est le titre de l'ouvrage écrit par Ndeye Fatou Kane, jeune écrivaine sénégalaise vivant en France. Le roman parle du choc de culture à travers une histoire d'amour entre deux jeunes, l'un soucieux du legs des anciens, l'autre obnubilé par l'Eldorado. Le livre est préfacé par Cheikh Ahmedou Kane, Maimounassi. Ce tout premier roman de la jeune écrivaine Ndeye Fatou Kane évoque une histoire d'amour entre Sakina, une jeune alpulaar vivant en France, et Ousmane, qu'elle a rencontré à Dakar lors des grandes vacances. Leur romance, partie d'un coup de foudre, va malheureusement finir dans la déception. Dans ce livre, j'ai voulu créer une sorte de dualité entre Sakina, la fille pétrie de valeurs qui est très empreinte de son africanité et de sa culture peul. Et de l'autre côté, nous avons Ousmane, un alpulaar déculturé, un boy Dakar pure souche qui écume les dancing et le Dakar by night. De cette rencontre-là, il y aura un choc. Parce que Sakina ne connaissait rien à part la France, le village et Dakar, alors qu'Ousmane était très au fait de la vie culturelle dakaroise. Et elle en tombera amoureuse, malheureusement. Ils se marieront et Ousmane l'initiera aux plaisirs interdits tels que la boisson et l'abandonnera plus tard. L'histoire de Sakina, la jeune fille abandonnée, le cœur brisé, est contée par une écrivaine en herbe conservatrice et soucieuse de la préservation des valeurs et vertus alpulaar. Rien d'étonnant puisque Ndeye Fatou Kane est la petite fille de l'auteur de l'aventure ambiguë, Cheikh Ahmedou Kane, qui a d'ailleurs préfacé les livres. La publication de ce roman, Le malheur de vivre, reste la concrétisation d'un rêve d'enfant bercé et élevé dans un environnement lettré. J'ai été très tôt initiée à la lecture. On m'a très tôt acheté des livres et j'ai grandi avec cet amour de la lecture-là. À cet amour de la lecture est venu se greffer celui de l'écriture. Je commençais déjà à griffonner de petites histoires dans des cahiers, etc. Avec le développement de l'Internet et des nouvelles technologies, j'ai créé un blog. Une sorte de site où j'écrivais des articles, une sorte de fenêtre ouverte sur le monde, de ma perception sur le monde qui m'entourait. Et j'ai ouvert ce blog, je commençais à écrire des articles. Et plus les gens me lisaient, plus ils me disaient que je devrais penser à écrire un livre. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Je me suis mise et le résultat est là. Cette satisfaction de voir son tout premier roman, Ndeye Fatou Kane l'a partagé avec ses proches, ses amis et ses fans lors de la cérémonie de présentation et de dédicace du livre le 15 avril dernier au siège de Eiffage, Sénégal. En basket, le All-Star Game a vécu hier. La famille de la balle orange sénégalaise a vibré samedi au rythme de la grande manifestation clôturant la saison régulière. Chez les hommes comme chez les dames, c'est la sélection A qui l'emporte sur celle B. Le spectacle était décidément au rendez-vous avec aussi des concours de smash et de tirs à 3 points. C'est Naline Djigo. Le stadium Marusna est plongé exprès dans la pénombre. Pas de quoi s'inquiéter, des étoiles sont sur le parquet. Retour de la lumière, l'éclat ne vient pas des lampes, mais de All-Star faisant étincelle. La fête est belle. Honneur aux dames, le premier match de gala voit la sélection A de national féminin l'emporter 60-46 sur les meilleures joueuses de la poule B. Pour Morika Fall, ce n'était surtout pas le jour de sa première défaite sur le banc d'une équipe cette saison. Si Dieu ne le vote pas, je n'aurai pas de défaite. C'est Dieu qui décide. Jusqu'à présent, alhamdoulilah, je touche du bois. Je vais l'écrire sur mon palmarès. J'ai coaché l'équipe A, j'ai gagné l'All-Star Game.
Au rang des distinctions, Maïmouna Diarra, auteur de 20 points, le pivot, remporte le titre MVP du All-Star Game. C'est la première fois que je c'est la première fois. Chez les hommes, même scénario, avec une victoire sur le fil 68-67 de la sélection A. La sélection B se console avec le titre de MVP donné à Abdoulba. Deuxième distinction pour l'ailier fort, après le titre MVP en finale de Coupe Saint-Michel. Ça montre que je suis dans une logique, dans une dynamique de performance. Donc je vais essayer de continuer sur cette lancée. Mais je pense que ce n'est pas le but recherché, hein. Ce n'était pas de gagner, franchement. Dans la mesure où je pense que le CNBS a vraiment travaillé pour amener ces jeunes, ces joueurs, les entraîneurs à être ensemble. Parce que je pense que tout le long de la saison, on est des opposants, quoi. Mais aujourd'hui, on est des frères. Et je pense que c'est une bonne chose. Objectif atteint pour le CNBS, la mobilisation était au rendez-vous pour cette première. Le lien d'une véritable fraternité entre les différents acteurs du basketball. C'est ce que nous avons essayé de faire à travers la feuille de route que nous avons présentée il y a quelques semaines. Feuille de route dans laquelle un certain nombre d'innovations majeures, comme le tournoi des nations, comme le All-Star Game d'aujourd'hui, mais aussi comme la nuit du basketball qui aura lieu vers la fin juillet pour clôturer définitivement la saison. C'est important de voir que la famille du basket se retrouve aujourd'hui pour fêter une belle saison, une saison qui va bien sûr se terminer sous peu. Le All-Star Game, c'est aussi des concours de dunk et d'adresse. Dans la première compétition, le pensionnaire de Sid Academy Cheikh Djibril Fall est l'élu du jury. Dans la seconde, Khadim Diop de Disso est au-dessus du panier. Chez les dames, pas de ce match, c'est Neifatou Ndiaye du Saint-Louis Basket Club qui remporte le concours d'adresse. Football à quelques heures de la publication des listes définitives des joueurs retenus pour disputer la Coupe du Monde Brésil 2014. Les 32 équipes multiplient les matchs tests. La Colombie, qualifiée à cette 20e édition de la Coupe du Monde, avait choisi l'équipe olympique du Sénégal. Le match s'est joué hier à Buenos Aires en Argentine et s'est soldé par un score de parité 2 buts partout. Résumé du match d'Ahab. Le Sénégal revient de très loin dans ce match amical contre la Colombie. Toute la première période a été à l'avantage des Colombiens. Avant la fin du premier quart d'heure, Gutiérrez, le milieu de terrain colombien évoluant au FC Porto, profite d'une superbe remise pour ouvrir le score. 1-0, les Olympiques vont courir derrière ce score jusqu'à encaisser un deuxième but. On était à 1 minute de la mi-temps. Une pause bénéfique pour le Sénégal. Dès les premières minutes de la reprise, les Sénégalais surprennent les Colombiens. Moussa Konaté réduit le score. Il reste toujours Sénégalais dans le ballon, voilà. Donc ça va rester bien. Moussa Konaté. Ah oui. 2-1. Galvanisés par ce but, les Sénégalais retrouvent leur rythme et parviennent à égaliser avant l'heure de jeu. 4 buts dans cette rencontre amicale internationale, 2 de chaque côté. Dans cette confrontation, par moments, les chocs ont été durs, comme sur cette faute où l'auteur Ibrahima Seck de Créteil a écopé d'un carton rouge et le joueur colombien blessé, obligé de quitter le terrain. La couverture de la Coupe du Monde 2014 au Brésil au menu du club de la presse organisé hier au CESTI par l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, un panel de haute facture qui a réuni journalistes, experts du mondial et anciens footballeurs, nous dit Ibrahima Mboup. C'est le plus grand événement sportif au monde après les Jeux Olympiques, le mondial. 32 pays participants, 64 matchs au rendez-vous, plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. De la passion et de l'émotion, une couverture médiatique de grande envergure. Les journalistes sénégalais ne seront pas aux abonnés absents. Le Sénégal a eu droit à 13 accréditations pour la Coupe du Monde. Mais les 13 accréditations, c'est pour la presse écrite. Bon, parce que vous savez que pour la télévision et pour la radio, il y a une question de droit. Couvrir la Coupe du Monde, ça coûte assez cher. C'est entre 7 et 10 millions. S'il y a des organes de presse donc, qui ne sont pas disposés à envoyer leurs journalistes et qui ont une accréditation, nous serons obligés de retirer les accréditations et d'informer la FIFA. Pour bien couvrir le mondial au Brésil, le pays du football et de la samba, les différents envoyés spéciaux ont eu droit aux conseils avisés du doyen Babacar Khalifa Ndiaye du Soleil, déjà à son actif la couverture de 4 Coupes du Monde et une 5e qui se profile à l'horizon en terre brésilienne. C'est une compétition assez difficile à couvrir parce que
les compétitions, les matchs ne se déroulent pas sur un même espace, sur un même terrain. Donc il faut souvent bouger. Le Brésil, non seulement c'est un grand pays du point de vue de la superficie, mais c'est également la 6e puissance économique mondiale, ce qui veut dire un niveau de vie assez élevé. Et pour y aller, il faudra s'armer financièrement de manière très solide pour pouvoir résister, d'abord avoir un hôtel, pouvoir se déplacer. Au cours de ce panel, les différents intervenants sont longuement revenus sur les chances des représentants africains, l'arbitrage et les indices de performance relatifs à cette compétition qui a beaucoup d'appelés et peu d'élus. En 84 ans d'existence, pour 19 éditions, il n'y a que 8 pays qui ont gagné la Coupe du Monde. 3 pays d'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, et 5 pays d'Europe, l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Donc ça c'est déjà un premier indice, n'est-ce pas? Et depuis la première Coupe du Monde en 1930, 80 pays ont participé à cette épreuve-là. Il y a d'autres indices de très grands pays de football, comme la Hollande, comme l'ancienne Tchécoslovaquie, comme la Hongrie, n'est-ce pas, n'ont jamais pu gagner cette coupe. Pendant près de 4 heures, journalistes, experts et anciennes gloires ont revisité l'histoire de la Coupe du Monde de A à Z. Un événement qui aura lieu du 12 juin au 13 juillet sans le Sénégal. Sport toujours en lutte sénégalaise, victoire de Ama Baldé sur Malick Niang qui enregistre ainsi sa première défaite. Son nom renvoie à l'Occident, notamment à la France. C'est pour ainsi parler de Mont-Rolland, une communauté rurale dans la région de Thiès. Mont-Rolland compte 18 villages très éloignés les uns des autres. La communauté rurale est âgée de plusieurs siècles. Mais pourquoi une telle appellation dans un pays comme le Sénégal? La réponse avec Ibrahim Ndog. Au sommet des collines, le Christ Rédempteur souhaite la bienvenue aux visiteurs. Nous sommes à Mont-Rolland, à 17 km du département de Thiès, une localité située au nord de la capitale régionale. Mont-Rolland, un nom qui renvoie à l'Occident, notamment au pays de Marianne. Un nom assez exotique dans un pays sahélien comme le Sénégal. Ce sont les premiers prêtres qui sont venus ici vers les années 1893 et ils ont donné ce nom au village de Mont-Rolland. Peu de temps, vers les années 1902, que les sœurs de l'Immaculée Conception sont venus. Au-dessus de cette colline se trouve le sanctuaire du diocèse de Thiès. Sur place, la Sainte Vierge, source de recueillement. C'est ici que se tient chaque année le pèlerinage diocésain de Thiès pendant le carême. Ce sanctuaire date de très longtemps, mais le pèlerinage a commencé depuis les années 1950. Il y avait un certain Biram, le vieux Biram qui avait fait un songe et qui avait vu une très belle dame, une femme très jolie. Et quand les premiers prêtres sont venus, et tout en descendant de leurs cheveux, une photo, une image est tombée. Et c'était cette Biram, on se dit que c'était la femme dont Biram avait vu. Ouais. C'est pour cela que les premiers prêtres ont dédié la paroisse de Mont-Rolland à Marie. Mont-Rolland, un village plus que millénaire. La localité est majoritairement habitée par des Sérères Ndout. Ndout, un mot sérère signifiant abri. Autant il n'y avait pas de bâtiment, rien. Il y avait quelques, je ne sais pas, il n'y avait pas, rien. Il n'y avait que des tentes. La communauté rurale de Mont-Rolland compte plus de 20 000 habitants. Elle est composée de 18 villages, très distants les uns des autres. Une dislocation dont l'origine remonte à la maladie de la peste, survenue dans les années 1900. Avec la peste, on était obligé de les éparpiller. Parce que vu cette maladie qui était si grave, et ils sont descendus, c'est pour ça que les villages sont un peu éloignés, les quartiers sont un peu éloignés. En cette terre de Sérères Ndout figure au nombre des attractions la maison Galilée. Une galerie d'art
carrefour des nations. Ma maison, c'est un carrefour puisque je rencontre plusieurs artistes ici à Mont-Rolland, des étrangers de toutes nations confondues, et d'où l'ouverture que j'ai voulu faire de ma maison. Et j'ai vu dans la Bible que Galilée est un carrefour où il y avait plusieurs nations qui s'y rencontraient. À 59 ans, Claude a blanchi sous le harnais. Autodidacte, c'est à l'âge de 6 ans qu'il a piqué l'amour des arts plastiques. L'artiste développe plusieurs thèmes à travers ses tableaux. La culture et le modernisme, deux sujets qui dominent ses pensées. Illustration avec cette case traditionnelle et ce bâtiment moderne. Je me base sur la tradition orale pour créer mes tableaux. Je travaille sur des thèmes d'actualité, des thèmes historiques et essayer de relier le contemporain à l'historique. C'est-à-dire que, comme je fais une émission à la radio aussi, je fais des batailles. Donc je fais un rapprochement toujours entre la tradition et le contemporain. Dans la communauté rurale de Mont-Rolland, il existe aussi une eau de source. Ici, dans le village de Tchaï. Au milieu de cette forêt dominée par des baobabs se trouve l'usine d'exploitation de l'eau minérale. Ici, les robinets sont à sec, tout est à l'arrêt, même pas d'interlocuteur pour nous parler. Un véritable silence de cathédrale. Dans ce milieu de chrétiens, c'est loin d'être un jeu de mots. Mont-Rolland n'a plus une source d'eau minérale, mais les habitants gardent toujours espoir. Marie et le Christ veillent sur Mont-Rolland. Mont-Rolland, une localité bien de chez nous, à Thiès. Cette rubrique découverte d'Ibrahim Ndong met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, au Sénégal ou à l'étranger, merci de nous avoir suivis et bonsoir.